Renouer le contact entre le conscient et l'inconscient. D'accord ? Tout le monde sait ce qu'est le conscient. Tout le monde est conscient de savoir ce qu'est le conscient ? D'accord, très bien. Après l'inconscient, tout le monde a une vague idée. Voilà, on sait un petit peu ce qu'est l'inconscient. Mais là, on va prendre quelques instants pour préciser peut-être ce que c'est exactement. Enfin, l'idée qu'on en a. Parce que faut quand même rester lucide sur le fait que l'inconscient, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment abstrait. Quelque chose qui est d'une nature qui dépasse un petit peu nos capacités de compréhension consciente. Donc il faut juste accepter d'en approcher la nature, de savoir quelques grands éléments sur cet inconscient qui permettent de faire des choses avec lui, de collaborer avec lui. Et puis c'est tout. L'inconscient, si on devait le définir, ça serait quoi ? Ça serait peut-être tout simplement tout ce qui fait partie de nous et qui n'est pas conscient. C'est fort, hein, ça. C'est profond. On commence par des choses profondes. Ben oui, mais vous voyez, en fait, ça paraît simpliste, mais au quotidien, on fait des choses qui sont pas conscientes, en permanence. Là, vous êtes en train de m'écouter, et ainsi de suite, et puis à côté de ça, vous avez un cœur qui bat tout seul, sans que vous ayez besoin de demander « bat, arrête de battre, bat, arrête de battre ». Ouais, ça serait fatigant, hein, à la fin d'une journée. Ça se fait tout seul, ça se fait d'une manière automatique. Et ça, on va dire que c'est l'inconscient, une partie de l'inconscient qui s'en charge. Intéressant. Il y a d'autres choses aussi, il y a la respiration. La respiration, on est en train de respirer. Il est sûr que si jamais vous voulez que cette respiration devienne consciente, vous vous dites, j'inspire, j'expire. Ça va se faire, vous allez pouvoir prendre le contrôle quelques instants. Mais essayez donc d'arrêter de respirer pendant plus de quelques secondes, voire une minute, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à l'exercice. Vous verrez que de toute manière, il y a une partie de vous qui reprend ses droits très rapidement. L'inconscient, la partie qui s'occupe de cette respiration, vous fera respirer d'une manière forcée. Hein. Voilà, on pourrait faire l'essai, mais vous avez tous déjà fait ça en faisant de l'apnée, en faisant n'importe quoi de ce type-là. Donc, si on doit définir l'inconscient, peut-être qu'il est intéressant de se dire que c'est comme si c'était une partie de nous qui est composée de plein de petites parties. Imaginez plein de petites parties, et chacune de ces petites parties, elle s'occupe de quelque chose. Alors là, je vais vous parler des fonctions vitales. Je vais vous parler du cœur, je vais vous parler de la respiration. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Par exemple, quand on marche, ça se fait d'une manière tout seul et vous pouvez même courir si vous avez envie. Vous n'avez pas besoin de réfléchir exactement à la contraction de tel muscle, puis tel muscle et ainsi de suite. Ça serait vraiment trop compliqué. En fait, là, je suis en train de passer toutes les fonctions corporelles. Mais c'est pas tout. Ça s'occupe aussi de tout, les comportements. Tous les comportements qu'on a, on peut, pour simplifier la chose, pour simplifier notre compréhension, se dire que pour chaque comportement, il y a une petite partie de l'inconscient qui s'en occupe. Une toute petite partie qui est dédiée à ce comportement. Et ça, c'est génial. En fait, cet inconscient, c'est comme s'il pouvait se diviser en plein de petites parties. Alors, je ne sais pas quelle en est la nature, encore une fois, mais ça peut se faire. Et à chaque fois qu'il y a besoin de faire quelque chose, il y a une petite partie qui se dédie à cette action-là. Donc, chaque comportement, une petite partie qui s'en occupe. Génial, d'accord ? Donc, il y a des comportements qui sont bénéfiques, des comportements qui nous vont bien. Hein. Et puis, des fois, on a conscience de certains comportements qui nous arrangent pas trop, qui nous facilitent pas trop la vie, qu'on aimerait bien qu'ils soient différents, peut-être un petit peu comme ça, mais en bien mieux, voilà, je sais pas. Il y a des comportements des fois qui sont un petit peu limitants, voilà, des choses comme ça. Sachez qu'il y a une petite partie de l'inconscient qui s'en occupe. Les petites parties qui s'occupent de tout comme ça. Et on va dire qu'il y a une sorte d'intention générale, un objectif général commun à toutes ces petites parties de l'inconscient. On va dire cet inconscient, dans tous les sens, la seule chose qu'il veut, c'est aider les gens, aider soi-même à conserver une intégrité physique et psychique. D'accord ? Il faut qu'on soit en sécurité, il faut qu'on survive. Et cet inconscient y est entièrement dédié. À chaque fois que l'inconscient fait quelque chose, en premier, c'est pour qu'on conserve cette intégrité physique et psychique. En premier lieu. Ça, c'est le plus haut objectif. Après, si on regarde un petit peu en dessous, il y a des objectifs qui sont un petit peu liés à la facilité, à la tranquillité, à la fluidité. L'inconscient, il aime bien les choses qui sont faciles, les choses qui sont habituelles, prévisibles. C'est pour ça qu'il y a des petites parties qui s'occupent des automatismes.
On a plein d'automatismes. Au début, quand vous avez appris à lire, tout le monde sait lire là? Même les enfants? Tout le monde sait lire? Tranquille. Voilà. Eh bien écoute, au début, il fallait déchiffrer chaque mot. Il fallait regarder chaque lettre, les associer, et puis ça faisait quelque chose qui faisait qu'on arrivait à lire, à comprendre ce mot. À le déchiffrer tout du moins. Voilà. Eh bien, au fur et à mesure, il y a des automatismes qui sont mis en place. Et peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte de cela, vous avez peut-être déjà vu des petits exercices qui montrent un petit peu ce phénomène. On peut même à la fin arriver à lire un mot sans le regarder, sans le déchiffrer en entier. On peut voir le début du mot, la fin du mot, une ou deux bonnes lettres au milieu, et on arrive quand même à lire un texte. Vous avez jamais fait un exercice comme ça sur Internet? C'est marrant, hein? Pourtant, il n'y a que certaines lettres du mot, il y a le bon nombre de lettres, mais cette partie de notre inconscient qui s'occupe de ça, il a cette capacité à tout de suite déchiffrer en fonction de l'aspect global du mot. C'est pas beau ça? On est bien fait, hein? Alors, on me dirait, il y a un inconscient qui est fait de plein de petites parties, et puis qu'est-ce qui vient faire le conscient là-dedans? Qu'est-ce que c'est le conscient? On va dire que c'est une petite partie comme le sommet d'un iceberg. Une petite partie qui est en haut et qui s'occupe de certaines choses. Je dirais qui est équipée d'une certaine logique, d'un esprit cartésien. Et ça, c'est le conscient. Et il est là pour faire quelque chose qui est primordial à bord du navire. Il est là vraiment pour jouer un rôle qui est très particulier, sans lequel l'ensemble du navire n'arrive pas à avancer d'une manière très efficace et très fluide. Donc, souvent, j'aime bien comparer le conscient et l'inconscient à cette métaphore du capitaine d'un navire et d'un équipage. On va dire que le capitaine du navire, ça serait le conscient. Et l'équipage, vous savez, toutes ces petites parties dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça serait l'équipage. Ce qui fait qu'il y a un petit matelot qui s'occupe du cœur, il y a un petit matelot qui s'occupe de la respiration, il y a un petit matelot qui s'occupe de tel comportement, et il y a un petit matelot qui s'occupe de d'autres choses, et ainsi de suite. C'est sympa, ça. Voilà. Et il y a un capitaine, c'est le conscient, avec son esprit logique, son esprit cartésien, très utile l'esprit cartésien, l'esprit logique, quand on veut calculer l'espace entre les allées d'un jardin et tout, on a besoin de la logique au quotidien pour évoluer dans ce monde matériel. La logique est très utile. Sauf qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'en termes de développement personnel, en termes d'épanouissement personnel, la logique est souvent un frein plutôt qu'un catalyseur. Voilà. Donc en fait, ce capitaine qui est en haut, on pourrait dire que dans la plupart des personnes, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas conscience de l'existence de son équipage. Qui c'est qui a vraiment conscience de son équipage? Qui c'est qui a vraiment conscience de son inconscient? Et qui c'est qui a appris à utiliser son potentiel, à lui parler, à communiquer avec cet inconscient? C'est pas si simple que ça. Et peut-être parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et puis on ne nous l'apprend pas aussi dans nos familles, dans notre éducation. On ne nous apprend pas tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve à 30, 40, 50 ans, avec un conscient d'un côté et puis un inconscient, qui ont toute la vie d'une certaine manière fonctionné chacun de leur côté. Vous savez ce que ça fait un navire qui n'a pas un capitaine vraiment qui est repéré, un capitaine qui joue son rôle? Qu'est-ce que ça fait un navire comme ça, sans capitaine? Il tourne en rond, hein. C'est marrant comme des fois on a la sensation de tourner en rond. On a la sensation de dépenser des tonnes d'énergie et puis que malgré tout ça avance pas, ça va pas dans le sens où on aimerait, consciemment parlant. Eh bien ce capitaine il va pouvoir définir un objectif, un cap. Et vous savez que pour aller dans une destination, avant la première chose à faire c'est d'avoir un cap. Quand on n'a pas de cap, là aussi on tourne en rond. Un capitaine ça permet aussi de regarder un petit peu comment ça fonctionne dans le navire et puis d'avoir une sorte de vision du dessus et de se dire oulala. Là, le petit matelot, là, ça va pas trop. Là, celui-ci, ça va pas trop. D'après mon ressenti, je sens que il y a des choses qui sont pas super fluides. Ça rappelle un petit peu les comportements dont je parlais tout à l'heure, les comportements dont on sait consciemment qu'ils ne sont pas super bénéfiques pour nous. Ceux qui nous retiennent, ceux qui nous empêchent d'avancer. Eh bien ça, encore une fois, c'est à cause d'un petit matelot qui n'a pas été vraiment, orienté, qui n'a pas été guidé, et qui fait encore aujourd'hui un boulot qui n'est pas forcément très bénéfique pour le bateau. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que dans ces petits matelots de l'inconscient, là, toutes ces petites parties de l'inconscient,
Eh bien, il y en a, il y a des parties, il y a une grosse partie surtout qui est là pour nous guider, pour nous dire ce que l'on doit faire, ce qui est bon pour nous, ce qui nous permet d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. C'est magique ça. On est quand même super bien équipé. Il y a une partie au fond de nous qui peut nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comme s'il y avait une partie de nous qui sait ce que l'on doit faire pour se réaliser pleinement. J'ai envie d'y aller, j'ai des envies, voilà, le soleil est beau, ça brille même s'il y a des nuages et ainsi de suite. Se sentir super bien au quotidien. Il y a une petite partie qui sait exactement comment on peut aller vers là. Des fois, il y a comme quelque chose qui aurait tendance à nous guider. Je ne sais pas, quelles sont vos croyances, quels sont vos ressentis, vos façons de regarder à l'intérieur. Mais peut-être que des fois, vous vous en êtes rendu compte. Allez, je vais revenir à quelque chose de plus concret. Bon, allez, un truc pour les filles, ou même pour les gars. Hein. Quand vous avez un objectif, par exemple, qui est de trouver un vêtement qui vous va, un vêtement qui est bien. Vous avez l'objectif, sur le coup, de vous dire, tiens, j'ai envie de trouver un truc dans lequel je vais me sentir bien. Ça y est, un petit objectif intermédiaire qui est déterminé à travers ça. Et vous allez au magasin, puis vous essayez un vêtement, et puis celui-ci, même des fois, avant même de l'avoir enfilé, non, ça va pas, et ainsi de suite. Vous savez pas trop pourquoi. Il y a une sorte de ressenti intérieur qui dit non. Et puis à un moment donné, vous allez essayer un autre truc, et là, il sera à peine enfilé que, plac, ça dit oui à l'intérieur. Tout est fluide, ça fait envie, quoi. Vous avez déjà ressenti ça, hein? Ça se fait tout seul. Et bien là, vous venez d'assister à une façon qu'a votre inconscient de communiquer avec vous. Tout simplement. Notre inconscient, il sait dire oui, il sait dire non. Et si jamais on sait écouter ça, eh bien on devient une de ces personnes que l'on appelle intuitives. Voilà. Si on sait dire oh là là, ça veut dire non, ça veut dire oui, eh bien on peut apprendre à comprendre la sensation qui veut dire non et comprendre la sensation qui veut dire oui et l'interpréter et pouvoir s'en servir. Aussi bien qu'on est capable de comprendre plein d'autres sensations qu'on ressent depuis notre plus tendre enfance. Là, je suis en train de parler de ce que fait l'inconscient pour nous transmettre des messages. Notre inconscient, au quotidien, il nous transmet sans arrêt des messages. Quand un message il n'est pas entendu, il n'est pas compris, eh bien, ça passe à un niveau au-dessus. D'accord ? C'est un petit peu comme s'il y avait un petit enfant à l'intérieur de nous qui aurait quelque chose de super important à nous dire et qui, il commencerait à le dire en parlant, comme tous les petits enfants, non ? Quand ils ont quelque chose à demander, quand les enfants, vous avez quelque chose à demander à votre parent, comment vous faites ? Vous le demandez d'abord tout normalement. Et puis si jamais là-haut ça n'entend pas, si jamais ça tourne même pas la tête vers le bas, eh bien qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il va se mettre à le dire plus fort, encore plus fort. Et puis, puis si ça là-haut ça écoute toujours pas, ça tourne même pas la tête vers le bas et que ça regarde ailleurs, même carrément. Eh bien l'enfant, il va se mettre à hurler. Il va le dire en hurlant. Et mince, on a beau hurler, ça tourne toujours pas la tête vers le bas. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout essayer. Puis par exemple, il va essayer de taper sur la jambe. Voilà, parce qu'il se rend compte que quand il nous tape sur la jambe, eh bien ça nous interpelle. Sauf que quand cet inconscient, il nous tape quelque part, et je vais vous expliquer exactement ce que ça représente, quand il tape quelque part, au lieu de regarder à l'intérieur, on regarde si ça viendrait pas de l'extérieur. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui m'aurait envoyé une pierre à cause de la douleur que je ressens ? Ça viendrait pas de l'extérieur ? Bon, d'accord. Alors ce pauvre inconscient, ce pauvre enfant qui essaye d'attirer notre attention pour nous transmettre un message super important, il va passer au niveau au-dessus, vu que le message est très important. Alors il va plus taper doucement, il va taper d'une manière continue, chronique. Et puis si jamais on n'entend pas le message qui est transmis à travers cette douleur chronique, ça passe au niveau au-dessus. D'accord ? Eh bien là, l'enfant, il va se mettre à taper des pieds, à hurler, à taper dans tous les sens, à tambouriner contre le ventre, contre les fesses, contre les jambes, où il peut atteindre. Hein. Et puis jusqu'à ce qu'on baisse la tête vers le bas. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit à cet enfant, qui était en train d'hurler parce qu'il voulait vraiment attirer notre attention, qu'est-ce qui se passe quand on lui dit « Oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas fait gaffe, c'est toi qui m'appelles, j'étais occupé à d'autres choses. » Qu'est-ce qui se passe quand on lui dit « C'est bon, je t'écoute » ? Et il se calme. Hein. À l'intérieur, c'est comme si ça se calme complètement. Donc c'est ça le grand principe qu'il faut comprendre, c'est que
À chaque fois qu'un message il n'est pas entendu à un niveau petit, eh bien l'inconscient il va le dire plus fort. Il va le dire encore plus fort et encore plus fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, au moins on lui dise « je t'entends, je t'écoute ». Même si je ne sais pas encore ce que tu veux dire, au moins je t'écoute. C'est ça qui est important. C'est beau de dire à l'inconscient « je t'écoute », mais un inconscient entre nous, ça ne parle pas comme vous et moi, comme on est en train de discuter autour d'un bon petit café. Hein, ça parle pas français, ça parle pas tout ça, voilà, c'est un petit peu particulier le langage de l'inconscient. Le premier niveau qu'utilise l'inconscient pour nous transmettre un message très important, on va dire que ce serait les envies ou les non-envies. Des envies ou des non-envies, c'est tout simple. Tout à l'heure, je vous parlais de choses purement physiques, complètement liées au fonctionnement primaire, comme la faim, l'envie d'aller aux toilettes, l'envie de boire ou quoi que ce soit. Eh bien, à chaque fois que cet inconscient veut nous transmettre un message important, il commence par les envies ou les non-envies. Alors, l'envie de boire, l'envie de manger, l'envie de dormir, l'envie de se reposer. Les non-envies, c'est super intéressant aussi. Quand on n'a pas envie de quelque chose, ben, ça ne sert à rien de se forcer à le faire, peut-être. Parce qu'à chaque fois qu'on va se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, on va créer ce qu'on appelle une frustration intérieure, une crispation intérieure. Alors en fait, la vie, ça serait presque de faire surtout ce qu'on a envie. Ça serait bien, ça. Ça serait génial, hein. Mais en fait, c'est peut-être beaucoup plus possible que l'on ne le pense. Et je dirais que à chaque fois que cet inconscient, il envoie des non-envies ou des envies, la meilleure chose que l'on puisse faire pour se rendre service, c'est de les écouter. Alors j'en étais sur les envies primaires de manger et de faire tout ce que hein, mais vu que l'inconscient, il s'occupe aussi des comportements, il s'occupe aussi de notre réalisation personnelle, toutes les envies qui sont liées à ça, ou toutes les non-envies qui sont liées à ça, elles sont importantes à écouter aussi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas envie d'aller au boulot le matin en se levant. Il y en a ? Y en a-t-il qui sont cachés dans cette salle? Non, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je sais très bien qu'il y en a. Eh bien, c'est super simple. Tiens, j'avais envie de boire. Une partie de moi, de mon inconscient, qui m'a dit « Oh, mets de l'eau, parce qu'autrement, on va commencer à rentrer dans de la déshydratation, et puis tu vas te sentir fatigué, et puis non, d'accord, ok, je bois. Pas de problème, j'y réponds tout de suite. » Alors la non-envie d'aller au boulot, on y revient. Eh bien, c'est toujours intéressant de prendre le temps de regarder pour quelle raison peut-être est-ce qu'on n'a pas envie. Et on se rend compte que quand on observe ça d'un petit peu plus près, souvent quand on n'a pas envie d'aller au boulot, c'est peut-être tout simplement que, eh bien, il y a des choses à changer dans notre façon d'aller au boulot, dans notre état d'esprit, quand on va au boulot, dans notre façon de le vivre, peut-être. Et puis il y a aussi peut-être des choses à changer dans notre façon d'être organisé. Parce qu'avoir une organisation qui n'est pas super bonne au boulot, ça crée beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Beaucoup de choses non fluides. Beaucoup de petits problèmes au quotidien. Donc je ne sais pas, des fois c'est de l'organisation qu'il va falloir ajouter. C'est d'autres choses encore qu'il va falloir transformer pour qu'à un moment donné, on puisse vivre ce boulot d'une manière beaucoup plus sereine. Alors la non-envie, dans ces cas-là, la non-envie d'aller au boulot, peut des fois être interprétée comme ça. Et cette partie-là de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous et vers où on doit aller, si elle nous envoie cette non-envie, ça peut aussi être d'autres choses. Ça peut être tout simplement le fait qu'on en est arrivé à un moment où on doit passer à d'autres choses. Et peut-être que vous l'avez tous déjà vécu une fois dans votre vie, ça. Le moment où ça y est, c'est fini, on a fait un nombre d'années dans cette profession, on a fait un nombre de mois ou de je sais pas quoi, et puis là, c'est le moment de passer à d'autres choses. Eh bien, il y a comme cette partie-là qui va créer de la non-envie d'aller au boulot pour te dire, vas-y, c'est le moment d'évoluer, de passer à l'étape d'après. Parce que c'est en passant à l'étape d'après que tu vas pouvoir aller vers ce grand objectif qui est de se réaliser pleinement et d'être parfaitement heureux. D'accord ? Donc des fois, on se rend compte d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas cette non-envie, qui des fois, si on ne l'écoute pas, peut jusqu'à un mal-être profondément intérieur, eh bien s'il n'y avait pas cette non-envie, des fois on ne bougerait pas les choses. On n'avancerait pas, on ne se forcerait pas à ouvrir un petit peu nos yeux vers un horizon différent et puis à s'interroger sur ce que peut être la prochaine étape. On aime rester dans les habitudes, on aime rester dans les choses qui ne changent pas, comme ça il y a peut-être pas trop de moins d'incertitude, c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus rassurant. Mais en fait, il y a des moments où pour se sentir bien, il faut passer à une étape différente et ça passe par du changement. Quand cette petite partie à l'intérieur de nous, elle sait qu'on en est là,
elle nous transmet ce message par la non-envie d'aller au boulot. À chaque fois que vous n'avez pas envie d'aller au boulot, interrogez-vous s'il y a quelque chose à changer. Et bizarrement, quand c'est qu'on doit passer à d'autres choses, souvent, eh bien, il y a plein d'événements autour qui qui coïncident pour nous donner encore plus envie d'aller ailleurs. On se met à mal s'entendre avec nos collègues, on se met à se prendre la tête avec le patron. Toute l'ambiance au boulot, on dirait qu'il y a plein de choses qui se donnent la main pour nous inciter à dire « vas-y, c'est le moment d'avancer, d'aller vers d'autres choses ». Et puis dès qu'on le fait, eh ben ça y est, on se met à revivre, tout simplement. C'est pas toujours simple, hein. Prenez conscience que quand même, c'est une petite partie de nous qui nous a d'abord envoyé une envie. Ça a commencé par une envie avant d'arriver à la dépression ou au mal-être profond. Si on avait écouté ça dès la non-envie, ça aurait été simple. Bon, j'ai plus envie d'aller au boulot, qu'est-ce qui se passe? Ben non, ça va, mon organisation ok, mes comportements avec les collègues ça va, c'est ok. Bon, ça veut dire qu'il faut que je passe à d'autres choses. J'ai plus envie de le faire, tout simplement. Voilà. On peut avoir envie de faire quelque chose à une époque de notre vie, et puis avoir envie de faire d'autres choses après. C'est peut-être quelque chose qu'on peut accepter, ça. Donc voilà, les premières étapes de transmission de cet inconscient vers le conscient. Ce petit garçon qui dit quelque chose de très important à l'adulte là-haut, enfin l'adulte, eh bien c'est les envies, les non-envies. Alors vous retiendrez ça, hein. Donc je vais écouter à partir de maintenant mes envies. L'envie de boire tout de suite, l'envie de manger tout de suite. Si j'ai envie de manger ça, je vais manger ça, même si c'est illogique. Et oui, vous mangez vos 5 fruits et légumes par jour? Qui mange ces 5 fruits et légumes par jour? Bon, je sais pas. Bon, c'est génial, pourquoi pas? Si vous en avez envie. Parce que si jamais, je dirais, allez, un truc, je vais prendre un extrême. Si jamais vous mettez à avoir envie d'un bon magret de canard bien gras en plein mois d'août, ben, si vous en avez envie, c'est peut-être que vous en avez le besoin. Et je dirais que quand on n'a pas entendu les envies et les non-envies, eh bien, ce message, eh bien, il est dit un petit peu plus haut, et on va dire que ça va être peut-être des rêves. Peut-être qu'on va avoir des messages qui sont transmis par les rêves, entre cette petite partie de nous qui sait ce qui est bon pour nous, et le conscient. Alors, qui sait interpréter ces rêves? C'est super compliqué. Parce que je vous ai dit que le langage de l'inconscient, c'est la symbolique. Et la symbolique, elle est quand même très subjective, très individuelle. Il y a bien entendu des choses qui sont transversales à tout le monde, qui sont plus ou moins communes à tout le monde. Mais, entre guillemets, si un marteau pour vous veut dire quelque chose, ça ne veut pas dire que pour la personne à côté, le marteau aura la même signification. La symbolique, elle est quand même à interpréter en fonction de son vécu à soi, en fonction de son propre cadre de référence. Donc souvent, comprendre ses rêves, déjà il faut savoir quel est le rêve qui a vraiment un message dedans, sachant qu'une grande partie des rêves, c'est souvent des rêves d'équilibrage. Il ne faut même pas se poser des questions. On l'a fait uniquement pour le vivre, ça a équilibré quelque chose à l'intérieur. On n'est pas équipé consciemment pour comprendre ce que ça veut dire. On laisse faire. Et généralement, ces rêves, on ne s'en rappelle pas vraiment. Mais des fois, il y a un rêve dont on se rappelle, particulièrement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on a comme une sensation que ça veut dire quelque chose. Des fois. Eh bien là, ça peut valoir le coup d'essayer d'interpréter ce rêve. Hein, et puis, bizarrement, en creusant un petit peu, des fois, on arrive à avoir des éléments de réponse. Voilà. Puis il y a des personnes qui ne se rappellent pas du tout de leurs rêves. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'elles n'ont pas appris à le faire ou qu'elles n'ont pas l'habitude. Voilà. Ça n'a aucune importance parce que si jamais on ne comprend pas les messages qui sont envoyés de cette manière-là, l'inconscient va passer à le niveau au-dessus. Ça serait quoi le niveau au-dessus? Alors attention, là je vais peut-être bousculer un petit peu certaines croyances. On va dire que c'est les événements de vie. Les événements de vie, ce que l'on vit au quotidien, les personnes que l'on rencontre, les expériences que l'on vit. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une partie de nous qui serait capable d'attirer des choses. Ça voudrait dire du positif, attirer du positif. C'est bizarre ce truc-là, hein. On l'a déjà entendu ça? Ah, peut-être d'une certaine manière, quelque part, on va savoir. Ça veut dire qu'une partie de nous serait capable d'attirer des événements, des rencontres, et qu'il n'y aurait peut-être pas vraiment du hasard. Et que le hasard, ça serait peut-être quelque chose, un nom qu'on donne à quelque chose que l'on n'est pas capable d'expliquer consciemment, et puis on a dit, allez, on met ça, hop là, dans la case du hasard. En fait, il n'y en aurait peut-être pas. Alors, ce qui fait qu'on va attirer des événements, et puis ces événements, ils sont porteurs d'un message, mais d'un message qui est exprimé d'une manière symbolique. Certainement dans le monde,
Au moment où on parle, là, il y a des scientifiques ultra cartésiens, ultra logiques, qui sont en train d'étudier ce qu'on appelle la physique quantique. En physique quantique, eh bien, le résultat d'une expérience, ils se sont rendus compte que ça dépendait en partie de l'attente de l'expérimentateur en ce qui concerne le résultat de cette expérience. Alors, vous me suivez là? C'est-à-dire, si je m'attends à ce que le résultat soit blanc, il y a de grandes probabilités que ce soit blanc. Et ça fait bizarre, ça voudrait dire qu'il y a une partie de nous qui est équipée, je sais pas comment, hein, je suis pas équipé pour comprendre, mais je sais au moins que ça se passe. Voilà, il y aurait une partie de nous, bonjour, qui est équipée pour ça et qui aurait la possibilité de créer des choses, je dirais d'influencer des choses, des événements et peut-être de créer de la réalité. Ouh là là, je vais loin là. Hein. Mais écoutez, observez autour de vous, rappelez-vous tout ce qui vous est arrivé bizarrement dans des moments où vous posez des questions et ainsi de suite, et vous verrez que des rencontres, ça se fait peut-être pas par hasard. Vous verrez que des événements, ça arrive peut-être pas par hasard.